Les Turcs ont colonisé l'Algérie, les Turcs nous ont dominés. La France n'a pas récupéré une Algérie algérienne, elle a récupéré une Algérie turque. L'Algérie ottomane, ou plus précisément la régence d'Alger, est une période qu'on résume souvent n'importe comment. Certains disent que les Ottomans ont colonisé l'Algérie comme les Français. D'autres répondent que les Ottomans n'ont jamais rien contrôlé. Que ce soit un cas comme l'autre, les deux versions sont simplistes. Toutefois, la vérité historique est beaucoup plus intéressante. Zul Flaoun, ici le kabyle préféré de votre kabyle préféré, le meilleur ce que fait l'Algérie. Depuis Ahmed El-Qadi quand même, hein, ça fait longtemps. Et aujourd'hui, on va débunker le mythe de la domination ottomane en Algérie, la colonisation turque de l'Algérie. Parce que l'Algérie ottomane n'était pas une colonisation française avant l'heure. C'était même pas du tout une colonisation de peuplement. C'était pas non plus une annexion totale. C'était pas un territoire vidé ou confisqué pour installer une population étrangère. Mais c'était pas non plus une absence totale de pouvoir. C'était un État nord-africain, centré sur Alger, placé sous la souveraineté symbolique du sultan ottoman, mais disposant d'une large autonomie politique, militaire et diplomatique. Encyclopédia Universalis résume cette idée en disant que Barberousse fonde autour d'Alger un nouvel État, placé, je cite, sous la souveraineté du sultan, mais, je cite également, avec une large autonomie. Et cet État s'appelle la Régence d'Alger. Pour comprendre cette période, il faut repartir du contexte. Au début du XVIe siècle, les côtes du Maghreb sont menacées par l'Espagne chrétienne, qui sort de la Reconquista et s'installe sur de nombreux points stratégiques du littoral nord-africain. Oran ou Haran, par exemple, est prise par les Espagnols en 1509, Béjaïa, Vigayeuth en 1510 et le rocher du Peñón, juste en face d'Alger, devient une menace directe pour la ville. C'est dans ce contexte que les frères Barberousse, Arouj puis Khaireddin interviennent. Leur pouvoir ne naît pas d'une invasion turque venue d'Istanbul. Il naît d'une alliance entre les forces locales, des marins, des corsaires, des Andalous, des combattants turcs et une population musulmane qui cherche une protection contre l'avancée espagnole chrétienne. L'historien James McDouglas explique que Khaireddin Barberousse finit par offrir son royaume précaire au sultan ottoman Selim Ier en 1519 et qu'un nouvel État apparaît ensuite au Maghreb central, l'actuelle Algérie, qui est la régence ottomane d'Alger. Donc dès le départ, ce n'est pas la même logique que la colonisation française. La France arrive en 1830 avec une armée d'invasion, puis transforme progressivement l'Algérie en territoire français. En 1848, l'Algérie devient même organisée en département français. Plus tard, la colonisation française confisque des millions d'hectares de terres algériennes et les redistribue aux colons européens, qu'ils soient français, espagnols ou italiens, et place les Algériens musulmans, comme ils les appellent, sous un statut juridique inférieur. Encyclopédia Universalis précise que les civils prennent le pouvoir à Alger en 1870, et ainsi intensifie la colonisation. Et rappelle également que des millions d'hectares sont saisis par l'État colonial et redistribués aux colons, tandis que des millions d'Algériens sont réduits au statut de l'indigénat. Avec les Ottomans, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de remplacement de la population. Il n'y a pas des millions d'hectares confisqués pour installer des paysans turcs venus d'Anatolie. Il n'y a pas une citoyenneté turque réservée à des colons, pendant que les Algériens sont transformés en indigènes sans droit. Il y a une élite militaire et politique d'origine ottomane, surtout concentrée à Alger et dans les grandes villes. Mais la masse de la population reste locale. Population amazigh, avec des Arabes. Et cette population est tout aussi bien rurale que tribale que citadine, selon les régions bien sûr. La régence est donc un pouvoir ottoman par son rattachement à l'Empire ottoman, et également par ses symboles et une partie de son élite. Mais ce n'est pas une colonie de peuplement comparable à la colonisation française. Il faut aussi comprendre que la régence d'Alger devient de plus en plus autonome avec le temps. Au début, le lien avec Istanbul est plus visible, mais progressivement, les pouvoirs locaux prennent le dessus, avec les janissaires, les raïs, le divan, puis les deys. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les deys sont exclusifs à Alger, à l'Empire ottoman, mais que les beys sont exclusifs à Tunis. Dey Alger, Bey Tunis. McDougall explique que les Deys sont élus dans le conseil dirigeant d'Alger et confirmés par le gouvernement ottoman d'Istanbul. Mais il précise également que l'autonomie effective d'Alger par rapport à la porte ottomane augmente fortement. Il précise que les symboles du pouvoir portent à la fois la marque d'une souveraineté reconnue localement et internationalement, et à l'attachement d'un centre impérial lointain. Et c'est pour ça qu'il faut éviter le mot colonie pour l'Algérie ottomane. Une colonie, c'est un territoire qui est dominé par une métropole qui organise son exploitation, mais également son peuplement et son administration au profit direct de cette métropole. Or, la régence d'Alger mène sa propre diplomatie, signe les traités, fait la guerre, fait la paix, lève les impôts, contrôle une flotte, les barbaresques,
dont nous parlerons prochainement, donc n'hésite pas à t'abonner et mettre la cloche pour pas rater la vidéo. Elle négocie également avec les puissances européennes et agit selon ses propres intérêts. Cambridge University Press résume même le débat en disant que pour certains historiens, la régence d'Alger constitue la base d'un État algérien encore imparfaitement intégré, mais doté de frontières durables, d'une capitale permanente et de relations extérieures souveraines. Mais cela dit, il faut être honnête, il y avait bien une domination politique dans certaines zones. Par exemple, les Deys d'Alger avaient des beys à Constantine, encore au Kithri et à l'ouest. Il y avait aussi des caïds, des impôts, des troupes, des forts, des alliances avec des tribus marzennes, et parfois des campagnes militaires contre des populations révoltées. Cela dit, ils sont jamais entrés en Kabylie. Je vous ferai une vidéo sur pourquoi les Turcs n'ont jamais pu rentrer en Kabylie. Donc si quelqu'un dit il y avait un pouvoir ottoman en Algérie, c'est vrai. Mais si quelqu'un dit les Ottomans ont colonisé l'Algérie, c'est historiquement faux. On parle d'une suzeraineté impériale et d'un État autonome maghrébin, pas d'une colonisation de peuplement européen moderne. La Kabylie est encore plus intéressante parce qu'elle montre bien les limites du pouvoir ottoman. On va dire que ce sera l'intro de ma prochaine vidéo, donc encore une fois, abonne-toi et la cloche. Et bien sûr, like la vidéo, commente-la et partage-la. En Kabylie, l'autorité de la régence d'Alger n'est en rien comparable au contrôle direct de l'État colonial français après la conquête. Alain Mahé, sur son ouvrage sur la Grande Kabylie, déjà terme colonial et donc ouvrage colonial, donc on prend avec des pincettes, on fait très attention. Il rappelle que les Turcs n'ont jamais réussi à prendre le contrôle sur les tribus des montagnes de Kabylie autour de Béjaï notamment. Il rajoute que les Français eux-mêmes ont dû attendre 10 ans après la prise de la ville de Béjaïa pour exercer une influence en dehors des murs de la ville. En Kabylie, les Ottomans n'ont donc pas colonisé les villages kabyles. Ils ont tenté de contrôler les passages, les plaines, certains axes, certains forts, certains marchés, certains impôts. Mais la montagne kabyle garde une forte autonomie. La même étude de Mahé évoque les forts et les caïdas liés à la régence. Mais les chiffres de prélèvement fiscal dans certaines zones montrent un contrôle limité, avec des recettes modestes par rapport à la population concernée. James McDougall va dans le même sens. Il explique que les Kabyles résistent au pouvoir ottoman effectif, notamment dans les montagnes et dans la haute vallée du Sbaou, où d'ailleurs un petit état autonome, le royaume de Koukou, existe au XVIe siècle. Je vous ferai une vidéo sur le royaume de Koukou, donc encore une fois, abonne-toi et la cloche. Et que les chaînes de forts dans les Sbaou et la Soumam servent surtout à contrôler les communications et à lever quelques taxes limitées. C'est très important pour nous les Kabyles, quand quelqu'un nous dit « Ouais, les Ottomans ont colonisé la Kabylie ». Il faut répondre non. Ils ont essayé, mais ils ont parfois négocié, parfois combattu, parfois imposé des relais aux Ottomans, parfois relevé des taxes, parfois cherché à contrôler des routes. Mais la société kabyle des montagnes, avec ses villages, avec ses Ihraoun, au singulier ou encore Tejmat si vous préférez, ses Qanoun, ses assemblées, ses solidarités, n'a pas été transformée en colonie ottomane. La Kabylie n'a pas connu sous les Ottomans ce qu'elle connaîtra sous la France, c'est-à-dire destruction militaire systématique, administration coloniale directe, confiscation foncière, soumission juridique, répression massive et intégration forcée dans l'État colonial français. Ça rime, et malheureusement c'est vrai. Il y a une phrase intéressante citée par Alain Mahé venant de Mustafa al-Sharaf, qui résume une perception algérienne de cette période. Selon Mustafa al-Sharaf, le Turc n'est pas perçu par la population comme une figure de suggestion, et les Algériens avaient la conviction d'appartenir à un pays autonome, indépendant et souverain. Cette formule ne veut pas dire que tout était parfait sous les Ottomans, attention, et ni que tout le monde aimait le pouvoir d'Alger. Elle montre simplement que la mémoire ottomane n'est pas équivalente à la mémoire coloniale française. Parce que oui, il y a eu des tensions avec le pouvoir ottoman. Il y a eu des impôts mal vécus, des révoltes rurales. De toute façon, toutes les révoltes, elles viennent des campagnes, des montagnes. Il y a eu des crises alimentaires, des violences politiques, des coups d'État à Alger, des Deys assassinés, des tensions entre janissaires, raïs, Deys et population locale. McDougall explique que les grandes révoltes rurales contre le gouvernement de la régence d'Alger éclatent surtout dans les premières années du 19e siècle, dans un contexte de famine générale, de crise, de peste, de baisse de production agricole et de mécontentement populaire. Mais encore une fois, une crise politique ou fiscale ne suffit pas pour parler de colonisation. Parce que tous les États prémodernes levaient des impôts, faisaient la guerre, réprimaient des révoltes et imposaient leur autorité. La question est, est-ce que les Ottomans ont fait de l'Algérie une colonie de peuplement comme la France? La réponse est non. Est-ce que les Ottomans ont confisqué les terres pour installer massivement une population turque? La réponse est encore non. Est-ce qu'ils ont transformé les Algériens en indigènes inférieurs dans leur propre pays? Encore une fois, non. Est-ce qu'ils ont annexé l'Algérie comme étant une extension territoriale directe d'Istanbul, avec un programme d'assimilation et de remplacement?
Non, la régence d'Alger était plutôt un État d'époque moderne, imparfait, inégalement intégré, puissant en Méditerranée, autonome dans sa diplomatie, mais rattaché symboliquement à l'Empire ottoman. Elle a eu une élite ottomane, mais elle a aussi fonctionné avec des notables locaux, des tribus, des caïds, des marabouts, des janissaires, des raïs, des commerçants, des andalous, des colorliers et des berbères, des populations autochtones. Ce n'était pas un État national moderne comme l'Algérie d'aujourd'hui, mais c'était pas non plus une colonie étrangère. Il faut aussi rappeler que la régence d'Alger a joué un rôle de défense musulmane en Méditerranée. Elle naît dans une période où l'Espagne menace les côtes nord-africaines. Alger devient une base maritime majeure, une puissance corsaire, les corsaires barbaresques. J'en ferai une vidéo, donc abonne-toi à la cloche. Et aussi une capitale économique et politique. Universalis explique que les Turcs transforment Alger en capitale politique et en centre économique important, et que la régence d'Alger tire une grande partie de sa puissance de la course en Méditerranée. Mais là aussi, il ne faut pas faire de propagande. La course en Méditerranée, ce n'est pas juste une aventure héroïque. C'est aussi la capture de navires, la prise de captifs, des rançons, des traités, une économie de guerre maritime, comme il en existait d'ailleurs des deux côtés de la Méditerranée. Les puissances chrétiennes faisaient aussi la guerre de course. Les chevaliers de Malte capturaient aussi des musulmans. Donc il faut replacer cela dans le monde de l'époque. Une Méditerranée violente, maîtrisée, où les États, les corsaires, les empires et les marchands se combattent et négocient en permanence. La différence avec la France, c'est que la France ne vient pas négocier ou rivaliser en Méditerranée. Elle débarque en 1830, renverse le pouvoir d'Alger, puis commence une conquête longue, sanglante et territoriale. Britannica rappelle que la France lance une guerre de conquête en 1830. Que la résistance est largement écrasée en 1847 et que l'Algérie devient malheureusement ensuite un département de la France. Les colons français vivent séparés de la majorité algérienne et bénéficient de privilèges sociaux et économiques réservés à peu de non-européens. C'est là que la comparaison s'effondre. Sous les Ottomans, Alger reste Alger. Les campagnes restent entre les mains des structures locales. Même quand elles paient des taxes ou négocient avec le pouvoir, les langues locales continuent d'exister. Sous la France, l'objectif devient de posséder le sol, de transformer le territoire, de déplacer les rapports de propriété, d'installer des Européens et de hiérarchiser légalement les populations. Donc la bonne formule, ce n'est pas les Ottomans n'ont jamais dominé personne. Ce serait trop simple. La bonne formule, c'est les Ottomans ont exercé une suzeraineté et une autorité politique inégale sur l'Algérie, mais ils ne l'ont pas colonisé. Et en Kabylie, leur contrôle est inexistant. Donc rien de comparable au contrôle colonial français après 1857. L'Algérie ottomane n'est donc pas une parenthèse honteuse qu'on devrait confondre avec la colonisation française. C'est une période complexe de notre histoire, c'est vrai. C'est une période où Alger devient une puissance méditerranéenne. Une période où l'Algérie, même imparfaitement intégrée, commence à avoir des frontières, une capitale, une démocratie, une fiscalité, une armée, des institutions et une existence politique reconnue. Une période où certaines régions sont fortement liées à Alger, tandis que d'autres, comme la Kabylie de montagne, gardent une autonomie réelle. Je parle depuis tout à l'heure de Kabylie de montagne. Il faut bien distinguer la Kabylie de la Kabylie. La Kabylie, c'est des montagnes, mais tout le monde ne vit pas en montagne. Je vous ferai des vidéos sur la Kabylie, ne vous inquiétez pas, donc abonne-toi, mets la cloche, like, commente, partage. La vérité, c'est que la régence d'Alger n'était ni un paradis, ni une colonie turque. C'était un état maghrébin, d'époque ottomane, avec une élite partiellement intégrée, une autonomie très forte vis-à-vis d'Istanbul, un pouvoir réel mais inégal sur le territoire, et des relations complexes avec les populations locales. Et c'est justement cette complexité qu'il faut défendre, parce que les raccourcis servent à brouiller notre histoire. Donc là, faut arrêter de mettre tout le monde dans le même sac. Les Ottomans, ce ne sont pas les Français. La régence d'Alger, ce n'est pas l'Algérie coloniale. Une suzeraineté ottomane, ce n'est pas une colonie. Une taxe n'est pas une confiscation massive des terres. Une autonomie régionale négociée, ce n'est pas un code de l'indigénat. Et une élite militaire ottomane installée à Alger, ce n'est pas 1 million de colons européens installés sur les terres algériennes. L'histoire sérieuse ne sert pas à faire plaisir à un camp. Elle sert à utiliser les bons mots. Et si on utilise les bons mots, on comprend que l'Algérie ottomane a été une période de pouvoir, de tension, de diplomatie, d'autonomie et de construction politique. Mais la colonisation, celle qui a arraché la terre, humilié le peuple, cassé les structures locales et transformé les Algériens en indigènes dans leur propre pays, ça, c'est la colonisation française. Un grand merci à toi de m'avoir écouté. Si tu veux me soutenir, n'hésite surtout pas à liker la vidéo, la partager, t'abonner, mettre la cloche et commenter. Et faire un tour sur mon site, famoushopping.com, t'as le lien dans la description. Tu as moins 10% sur toute la boutique avec le code DZ10. Ça me soutient énormément dans mon travail, t'as pas idée. Et puis moi, je vous dis, elle sous-fête pour une prochaine vidéo.